Bonjour à tous, merci d'être ici. Je suis navrée d'avoir cette voix un petit peu particulière, mais voilà, elle est partie, je ne sais pas encore où elle est. Du coup, on accueille Elodie et Mo aujourd'hui au sommet On n'est pas que des parents pour cette deuxième journée consacrée aux parents. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème très cher à notre cœur, les 1000 premiers jours de vie, qui sont vraiment une phase cruciale et Elodie va mieux vous en parler que nous. Donc Elodie, je te laisse te présenter s'il te plaît. Merci de me recevoir et merci de traiter ce sujet en effet si important. Donc moi je suis Elodie Emo, je suis infirmière puéricultrice de formation. Je suis aujourd'hui chargée de formation pour les professionnels de la petite enfance, hein. Donc justement je leur parle beaucoup des 1000 premiers jours. Et je suis aussi la fondatrice des cercles de parents et secrétaire générale de l'association AVI, Action contre les violences infantiles. Et puis je suis aussi cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice. Voilà, j'ai plusieurs casquettes à mes cordes. Super. Donc aujourd'hui, comme l'on disait, on va parler des 1000 premiers jours, qui sont, comme quand on a préparé, j'aime bien le fait que c'est une fenêtre d'intervention vraiment hyper importante pour faire du préventif, hein, ce qu'on fait très peu dans notre société, et éviter le curatif, que ce soit pour les mères et pour les enfants, et pour les pères aussi, mais en tout cas tout particulièrement pour les mères et les enfants. Et du coup, on va aborder cette conférence sur 4 points. Et le premier point, ça va être les points clés et les avancées liées à la politique des 1000 jours. On en a beaucoup entendu parler il y a 3 ans à peu près. Et l'idée, c'est un peu de faire avec toi le point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et voilà, tu me dis un petit Alors, donc, c'est une politique qui a été beaucoup portée et qui a même été incarnée, hein, par Adrien Taquet, dont beaucoup se rappellent quand même le nom, parce qu'il a vraiment eu à cœur de faire bouger les choses avec une équipe, hein, plein de gens autour de lui qui ont fait avancer les choses, et ils se sont appuyés sur le rapport de la Commission des 1000 jours, dont, par exemple, Boris Cyrulnik avait été un co-auteur. Et donc, ce rapport, bah, il pointait justement ce que tu disais, cette fenêtre d'intervention, cette importance entre le 4e mois de grossesse et les 2 ans de l'enfant. Moi, j'élargirais encore jusqu'aux 3 ans de l'enfant même. Que ce soit au niveau environnemental, par exemple avec les perturbateurs endocriniens, le stress de la mère potentiellement ressenti pendant la grossesse, l'implication, l'éducation, enfin voilà. Ça a vraiment mis en avant toute cette importance d'aller faire de la prévention au sens large du terme pour éviter des problèmes de santé justement qui allaient découler de ce manque de prévention-là. Et donc, force de constater tout ça, mais aussi, par exemple, il y a quelque chose qui révélait que les parents, durant les 3 premiers mois de vie de leur enfant, se sont complètement lâchés pour la moitié d'entre eux. Donc, tu vois, il y a des constats comme ça qui ont été faits, qui démontraient vraiment ce besoin de soutien à la parentalité, notamment en postpartum immédiat. Alors, beaucoup pour les femmes, puisqu'on sait qu'elles portent quand même majoritairement encore aujourd'hui, même si ça tend à changer la charge voilà, de s'informer et tout ça. Mais il y avait aussi cette période pendant la grossesse où il y avait un dépistage important, en plus des examens médicaux qui étaient déjà imposés. Donc, au niveau des mesures qui se sont faites pendant cette politique des 1000 jours, il y a eu quelque chose qu'on connaît bien, hein, le doublement du congé paternité. Ça, c'est quelque chose d'important parce on s'est rendu compte aussi avec toutes les études qui ont été faites que la présence du père, notamment durant les 6 premiers mois, était primordiale pour l'attachement et d'avoir les deux parents, hein, pendant ces premiers mois. On sait aussi que plus on fait de soins à un enfant, plus on s'y attache et plus on s'attache à un enfant, moins on a de risque aussi d'être violent avec lui. Ça, c'est important. Donc, c'est un message qui a été beaucoup véhiculé avec le coparent, l'importance du coparent. Et autour de ça, c'est SAC 1000 jours qui était déposé à la maternité, dans beaucoup de maternités, qui a été arrêté aujourd'hui. C'est vrai que cette politique des 1000 jours, elle a mis plein de choses en place. Là, il va falloir qu'il y ait un relais parce qu'il y a une sorte d'arrêt entre les deux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est SAC où il y avait un petit livre, de la crème pour la maman, des explications sur certaines choses, enfin plein de choses un peu ludiques qui étaient peut-être pas parfaits, mais en tout cas qui avaient le mérite d'exister. Ils sont plus distribués aujourd'hui dans les maternités. Il y a autre chose qui a été fait qui était hyper important, c'est sur le thème de la dépression du postpartum. Donc 17,6% des femmes victimes de la dépression du postpartum, mais ces chiffres, euh, ils sont peu. plus, ouais, voilà, ils sont plus bas qu'ils ne sont réellement. 10% des hommes quand même. Et c'est la deuxième cause de mortalité des mères, hein, maternelles, après les maladies cardiovasculaires. Et on est juste derrière, on est à 13 et 14%. Enfin, voilà. Donc, prise de conscience à ce niveau-là, prise de conscience que il y avait déjà quand même des entretiens qui étaient faits en prénatal, mais conscience qu'il y a la nécessité d'en faire en postnatal impérativement pour toutes les femmes, pour aller dépister justement et orienter. Donc ça, c'était aussi une mesure phare et une mesure importante de la politique des 1000 jours.
Après, je dirais qu'autour de ça, il y a aussi toutes les collectivités, tous les professionnels de santé, les ARS, les agences régionales de santé, avec une dynamique et un maillage collectif, qui ont mis en place des projets, des mesures, des actions en faveur des 1000 premiers jours. On voit, c'est vrai, beaucoup de maisons 1000 jours naître dans plusieurs villes de France avec plusieurs associations. Il y a la possibilité, juste en se rapprochant du département, d'aller ouvrir une maison 1000 jours. Et donc ça, c'est vrai que ça va être des lieux ressources, ça commence à émerger, des lieux ressources où vont pouvoir aller les parents. Et je dirais qu'en autre mesure quand même importante, c'est toute la communication qui a été faite autour des 1000 premiers jours avec des spots au niveau de Santé publique France. L'application 1000 premiers jours, elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et donc toute cette volonté de communication, la campagne aussi contre la maltraitance du bébé secoué, c'était avec Adrien Taquet. Toute cette communication, cette sensibilisation faite autour de cette période-là, elle a fait bouger les choses. Elle a fait bouger les choses et moi je m'en rends compte quand je rencontre des jeunes parents. Les papas, ils ont plus exactement la même posture, ils sont un peu plus informés. Les mamans, elles sont encore plus informées différemment d'avant, où elles allaient lire beaucoup de livres, regarder un peu sur Insta, mais lire beaucoup de livres. Là, quand même, cette politique dans la globalité des choses des 1000 premiers jours, elle a été tellement incarnée, je pense, par, politiquement parlant, quand même, peu de temps, hein, mais elle a été incarnée, qu'elle a fait bouger les choses et qu'elle a mis des ressources là où il y avait juste une loi en plus, la loi contre les violences éducatives ordinaires de juillet 2019, où il y avait rien à côté, si tu veux. Elle a été mettre les premières pierres. Après, voilà, un mur, c'est haut. Je dirais qu'il y a les pierres du bas et puis encore tout à construire. Mm. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais nous œuvrons tous pour que ça évolue. Le deuxième point qu'on va aborder, et tu as fait bien une belle transition, c'est parler du parent qui a vraiment un rôle d'acteur de soins. C'est les termes que tu avais employés quand on a préparé cette intervention. Tout à fait. En fait, Je c'est le vrai mettre que en dans le avant. monde ouais, dans le monde du soin, on parle depuis longtemps du patient acteur de soin. C'est-à-dire que c'est pas un soignant. On ne doit pas le mettre à la place du soignant, mais on doit l'intégrer dans les soins un maximum, puisque quand on a une maladie, alors je vais prendre le cas des maladies chroniques, parce que c'est le meilleur exemple à faire, le meilleur parallèle avec les parents, mais on connaît tellement bien sa pathologie qu'on devient soi-même expert et qu'en fait, ce serait pour le soignant une perte terrible d'informations et de richesse que de le mettre de côté. Et pour le parent, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est lui qui est tous les jours avec son enfant, c'est lui qui le connaît le mieux, malgré tout, même s'il n'a pas les connaissances que le soignant va pouvoir avoir parce qu'il a fait des études en lien. Et donc, en fait, mettre le parent acteur, le rendre acteur, le mettre au cœur du soin, c'est se permettre des soins d'une bien meilleure qualité. Par exemple, avant, tu vois, quand on soignait un enfant, qu'on faisait une prise de sang à un enfant, on faisait sortir le parent. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Évidemment qu'on sait que l'enfant sera plus serein si le parent est là, évidemment s'il le désire. Il peut très bien dire, ben non, moi je peux pas, je suis pas capable de rester. Mais en tout cas, avec son accord et son consentement, c'est vrai que si le parent est présent, c'est beaucoup mieux. Si le parent va chez un médecin ou un pédiatre et dit, ben voilà, j'ai remarqué que ceci ou j'ai remarqué que cela, un bon soignant, il doit écouter. Et d'ailleurs, c'est le premier maillon de la chaîne de soins, l'écoute et la prévention. Et donc, si on n'écoute pas, on passe à côté d'un recueil de données extrêmement important. Et on a beau avoir de l'expérience et des connaissances, si on n'écoute pas le parent, et ben, il y aura des manques à un moment donné. Et donc, c'est vrai que les parents, moi, ce que je leur dis toujours, c'est écoutez-vous, vous êtes aussi experts. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller contre des décisions médicales, forcément, ça ne veut pas dire ça. Parce qu'il y a des fois où les soignants vont, de par leur expérience, savoir certaines choses. Mais généralement, quand on s'écoute en tant que parent, ouais, voilà. Ça me fait penser à une anecdote et je la raconte souvent à mes amis. C'est un jour, j'ai dû emmener mon fils à Necker parce que je m'inquiétais voilà, pour une raison X ou Y. Et du coup, en arrivant, je leur ai dit, voilà, je m'inquiète pour ça, mais je vous avoue que dans ma famille, ma belle famille, ma famille, mon mari, tout le monde me prend pour une illuminée et comme quoi c'est pas très grave et qu'il n'y a rien. Et du coup, ils m'ont dit, non, mais vous savez, on a à cœur à Necker, en tout cas les soignants sur qui je suis tombée et je suis toujours bien tombée, euh, quand une maman nous dit quelque chose, elle a raison. Et en fait, je pense que, alors, comme tu dis, on peut toujours se tromper, mais on a quand même, voilà, je pense qu'on sent les choses et comme tu le dis, on Mm, le connaît tellement bien, notre enfant, on a passé des mm, mois et voire des années avec lui selon l'âge qu'il a. C'est important de se faire confiance et on a un exactement. rôle à jouer, évidemment pas contre, mais avec. Je pense que Avec, c'est vraiment ça. d'être avec le personnel médical et ensemble de cheminer.
Ouais, c'est l'alliance thérapeutique qui est riche en fait. C'est ça. Et on va de plus en plus vers une société à l'horizontale, si tu veux. On était dans un modèle très patriarcal, descendant, avec le médecin qui disait, ou le soignant, hein, enfin le médecin, je dis le médecin parce que qui disait quelque chose, et voilà, alors qu'on se rend compte que ben non, les choses sont plus horizontales que ça, et on a tous à y gagner à procéder comme ça. Ouais, clairement. Et du coup, le troisième point qu'on avait évoqué lors de la préparation, c'était vraiment de comprendre que l'attachement, tout ce temps que les parents vont passer, tous ces soins qu'ils vont lui accorder, quand on parle de soins, on ne parle pas que d'aller chez le médecin, on parle, voilà, changer ses couches, jouer, prendre soin de lui, lui donner son bain, on parle de tout ça. Ça a des répercussions qui sont vraiment très, très importantes. Il y a eu des livres un peu controversés sur tout se joue avant 7 ans, enfin je sais plus, 3 ans. Avant. Voilà, du coup, tout ne se joue pas avant 3 ans, contrairement à ces livres-là, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont faire, moi j'ai tendance à dire, c'est un peu les fondations de la maison, et c'est important si elles sont bien solides, alors on fait comme on peut. Il y a les aléas aussi de la vie, donc faut pas, l'idée n'est pas de culpabiliser les gens, mais c'est important qu'ils aient conscience que voilà, ce socle des 1000 jours, soutenu pendant un moment par le gouvernement, et on espère que ça reviendra, a des répercussions sur l'enfant, et je veux bien que tu nous en dises un peu plus du coup. Mm. Bah, pour faire lien, oui, en effet, tout se joue pas avant 3 ans, mais Bernard Goll, c'est un pédopsychiatre très, très connu, il dit tout se joue pas avant 3 ans, mais quand même beaucoup. Et je suis assez d'accord avec lui. Comme tu dis, c'est les fondations, c'est la base, c'est le plancher, c'est le socle. Et donc, si ça, c'est friable, c'est pas stable, ça aide pas. On va dire que ça aide pas. La relation on est tous faits pour s'attacher. En fait, on est des êtres de lien social. Et le bébé, quand il naît, il est totalement dépendant de l'adulte. Et donc, il va pour sa survie aussi, mais parce qu'il est un peu conditionné à ça, mais il va chercher à s'attacher, enfin, il va avoir besoin d'un adulte qui prenne soin de lui. Et on appelle ça et le holding et le handling, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'on prenne soin de lui physiquement, mais aussi psychiquement. Et c'est ces deux alliances là de prise en soin qui vont faire que l'attachement va être sécure. Donc c'est vrai que c'est hyper important parce que dans le repérage, on va faire attention. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup de mamans qui peuvent être en dépression du postpartum. C'est une période de fragilité en plus pour les mères et pour les pères. C'est une période de grand chamboulement quand en face, on a un être totalement dépendant et vulnérable. Donc, ils sont à leur manière différemment vulnérables et dépendants. Enfin, dépendants moins, mais en tout cas, ils ont besoin d'accompagnement. C'est pas le bon terme dépendant, mais on ne devient pas parent tout seul. On devient de parent, on dit souvent il faut un village pour devenir parent. Et donc cette période d'attachement qui va se tisser au fur et à mesure avec l'accordage affectif, avec la prise en soin, comme je le disais tout à l'heure, c'est la prise en soin qui va faire qu'on va tisser aussi des liens et c'est valoriser les compétences de l'enfant, dire aux parents regardez comme ils vous regardent, tout ce maillage qui se crée, qui est comme de la broderie en fait. Plus elle est sécure, plus ça va déterminer des relations après apaisées entre le parent et l'enfant, mais aussi un enfant qui va avoir confiance en lui. Et je dis souvent, hein, l'attachement sécure, c'est un passeport pour la vie, parce que la confiance en soi, quand on l'a, quoi. Et c'est une humoriste qui a dit ça. Et je trouverais ça aussi très, très vrai. Elle dit, quand on sait qu'on a été aimé de manière inconditionnelle, bah, on le sait, quoi. Et on l'a pour toujours. Et donc, c'est ça aussi, cette période-là, c'est faire en sorte que, malgré les facteurs de risque qui peuvent être un accouchement traumatique, une prématurité, des parents où il y a des conflits aussi, où un des deux parents ou vient se réactiver son histoire familiale, parce que ce qui vient jouer aussi là, c'est que quand on devient parent, bah, l'histoire familiale, elle vient rejaillir généralement dans les relations qu'on a avec son enfant. Donc si on n'a pas conscience de qui on est, si on n'a pas travaillé sur soi, bah, ça vient, on sait bien, ça vient rejaillir. Ça ne veut pas dire que c'est grave en soi, mais c'est vrai que les parents, les jeunes parents vont avoir besoin d'un accompagnement pour peut-être savoir à qui s'adresser aussi s'il y a des choses qui sont compliquées. Donc aussi bien au niveau des soins physiques qui sont pas si évidents que ça, je veux dire donner un bain, faire des soins à un bébé, faire une DRP, une désobstruction rhinopharyngée à un bébé, c'est pas évident au début, ça peut faire peur. Enfin voilà, donc que ce soit au niveau des soins physiques quotidiens qu'on va faire à l'enfant, couper les ongles à un bébé, enfin voilà, tout ça c'est pas inné et c'est inné pour personne, ni pour la mère ni pour le père. Que ce soit à ce niveau-là ou que ce soit comment je fais face à mes émotions quand j'ai pas dormi de la nuit, que mon bébé pleure, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que son cerveau il fonctionne?
Est-ce que les parents, ils savent que le bébé, il n'a pas cette zone devant qui est le préfrontal et que du coup, ça l'empêche de réguler comme un adulte ses émotions et que c'est pas un adulte miniature. Donc, tout ça, il faut bien l'avoir comme base. En fait, c'est des connaissances. Il n'y a rien qui pourra remplacer l'expérience de cette période et qui va créer cet attachement si particulier. Mais je veux dire, plus on va favoriser, aider, coucouner, envelopper cette relation-là, et donc faire de la prévention au niveau des 1000 premiers jours et puis mettre des actions, parce que c'est surtout ça qui est important, mettre des actions en place, repérables par les parents, qui vont être assimilées ou identifiées comme des ressources. Du coup, on ne peut pas attendre, en fait, non plus que tous les attachements soient sécures. Voilà, s'il y a attachement insécure, forcément, ce sera plus compliqué. C'est-à-dire que l'enfant, il va développer des stratégies d'adaptation pour faire face à l'adulte qui va pas répondre de manière adaptée à son besoin. Pour résumer, parce que là, c'est pas l'idée d'aller redéfinir les types d'attachement. Mais voilà, donc évidemment que l'attachement, c'est, je te dis, passeport de la vie, c'est fondamental. Après, voilà, hein, il y a plein de gens qui ont eu des problématiques en étant petits, qui vont après résoudre des choses. C'est pour ça qu'on dit tout n'est pas joué avant 3 ans, évidemment, sinon ce serait très triste. Mais en tout cas, c'est une période, c'est la base pour moi de la société. Et ça vient déterminer aussi autre chose quand on parle de harcèlement scolaire. Après, tu sais, on J'ai parle entendu beaucoup en ce parler. moment Mm. harcèlement scolaire, ceci, cela. Ok, mais en fait, si on n'apprend pas dès tout petit l'empathie, la bienveillance et que les parents n'ont pas eux-mêmes ces codes-là, comment est-ce qu'après on peut s'attendre au collège que les uns défendent les autres et que voilà. Donc, c'est à la base, mais je dirais avec les parents et avec les personnels éducatifs aussi. C'est la base, c'est le socle. Donc, si on prend soin de cette période-là, je suis certaine, et c'est même prouvé aux urgences pédiatriques, il y a 30% de passages de parents pour de là, ce qu'on appelle de la bobologie. Mais en fait, c'est pour des conseils, pour des inquiétudes. Tu vois, tu as 30%. Donc, en fait, il faut prendre soin de cette période-là. C'est vraiment primordial. Mm. Je suis bien d'accord. Après, il y a un petit tips par rapport. Je suis vraiment désolée pour ma voix, ça ne s'arrange pas vraiment. Il y a un petit tips que moi j'applique maintenant. Et les parents ne sont pas toujours au courant, c'est d'appeler le 15 avant d'aller aux urgences. Juste parce que là, on est vraiment Tout sur à ce fait. sujet. Mm. Ça ne sature pas le SAMU, vous avez un médecin régulateur au téléphone, vous lui expliquez tout ce qui se passe et ils sont vraiment de très bons conseils. Moi, ils m'ont dit de parfois rester à la maison et de faire ci ou ça, ou parfois de partir en urgence et d'aller à l'hôpital. Donc, ils sont vraiment là pour réguler et voir vous envoyer les pompiers si c'est nécessaire. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, du coup, faut pas hésiter avant d'aller aux urgences d'appeler le 15. Ça prend 3 minutes et ça peut vous éviter d'y passer 3 heures pour pas grand-chose. Tout Et à vous êtes fait. quand même rassuré parce que vous avez parlé à un médecin qui vous a écouté. Et j'ai eu que des bons contacts avec eux. Ouais, mais moi j'ai fait ça aussi plusieurs fois. Même si, voilà, quand on est mère, peu importe, on n'est plus médecin, on n'est plus infirmière, on n'est plus rien. Et en effet, c'est très très bien de conseiller ça. Mm. Mm. Ça évite d'engorger les urgences parce que c'est vrai que c'est toujours un peu lent, hein. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est toujours un peu lent. Du Et coup, ouais, juste ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que c'est vrai qu'en France existe quand même quelque chose qui est très très bien, c'est la PMI. Il y a une image qui est associée à l'aide sociale à l'enfance, qui fait qu'il y a des parents qui vont pas, mais c'est quand même un super outil avec une équipe pluridisciplinaire. Il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des puéricultrices, des auxiliaires, des éducateurs de jeunes enfants, enfin voilà, des sages-femmes. Et c'est quand même un outil génial, mais on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près que 15% des familles qui y vont. Et pourtant, c'est vrai que de la naissance aux 6 ans, il y a plein de choses ressources proposées là-bas. ouais, alors on m'a toujours parlé. Je les ai rencontrés dans le cadre pro, excusez-moi. Mais pour mes enfants, c'est vrai que je n'y suis jamais allée. Mm. Parce que je pense que voilà, c'est l'image, c'est des croyances, c'est aussi que C'est bah, ça. après, quand tu es suivi en pédiatre en ville, Mm, mm, mm. c'est bon. Mais oui, je pense qu'en tout cas, pour les parents qui ont besoin de soutien, c'est vraiment un point. En plus, quels que soient vos revenus, parce que de mémoire, C'est tout est ça. pris en charge. Du Ouais. coup, c'est pas anodin pour ces parents qui sont un peu. C'est un service public, ouais, en effet. Mm, mm. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. N'hésitez pas à pousser la porte. Du coup, le dernier point pour finir sur une touche très positive, c'est tous les progrès qu'il nous reste à faire. On a parlé de prévention, évidemment, et puis on a parlé du parent qui doit être acteur de soins. Et je voudrais qu'on fasse un petit focus, puisque tu es secrétaire général de la vie, sur tout ce qui est VEO, sur le syndrome du bébé secoué. Donc, sur ce regard de la société qui Mm. doit changer, on a eu il n'y a pas très longtemps un article sur le fait que, il voulait faire des zones sans enfants.
des no kids zones, enfin, je sais plus quel est le terme, J'ai vu assez, passer. assez grave. Et en parallèle, j'écoutais un podcast où ils évoquaient des restaurants étoilés qui commencent à faire des menus enfants pour justement bah, les acculturer à une gastronomie un peu qui sort des coquillettes de jambon. Et je trouve ça plutôt sympa parce que les chefs expliquent hein, que c'est les futurs clients en fait. Et donc plus ils vont développer leur palais, plus ils vont remplir leur restaurant très, très bêtement. Mm. C'est plutôt intéressant. Donc on a du chemin à faire, mais du coup, toi, ton regard sur tout ça. Ouais, mon regard à moi, c'est qu'en fait, on voit trop encore aujourd'hui les choses par le prisme de l'adulte. Et c'est vrai que dans d'autres pays, on les voit beaucoup plus alors notamment les pays scandinaves, on les voit plus par le prisme de l'enfant. Et c'est vrai que moi, je suis secrétaire générale d'AVI, donc Action contre les violences infantiles. Alors, c'est pas des violences éducatives ordinaires pour le coup, je vais vraiment distinguer les deux. C'est vraiment des violences faites aux tout petits. Et la plus mortelle d'entre elles, c'est le syndrome, la violence du bébé secoué. Et on a beaucoup d'idées. Tout le monde va dire, mais oui, je connais. Tous les professionnels de santé vont me dire, bah oui, je connais. Il y a de la sensibilisation qui est faite. Sauf qu'on ne connaît pas les chiffres, que la prévention ne marche pas. Il y a toujours 500 bébés secoués tous les ans. Mais en fait, voilà, les auteurs, c'est 70% de pères et de beaux-pères, 20% d'assistantes maternelles et 10% de mères. Et donc, des mères épuisées et des pères épuisés, on en a plein autour de nous, pour autant, ils n'ont pas secoué leur bébé. Et en fait, on avait tendance à dire, donc, bah oui, c'est un bébé qui pleurait beaucoup, c'est un bébé qui pleure beaucoup. Et c'est pareil, c'est pas les bébés qui pleurent le plus qui sont secoués. Il y a même un père sourd, une fois, qui a secoué son bébé parce que le bébé avait refusé de manger, pourtant, il l'entendait pas pleurer. Donc en fait, ça n'a rien à voir. C'est souvent à huis clos quand personne est là. Et il faut en moyenne, il y a 10 épisodes de secouement avant que l'enfant soit hospitalisé ou porté aux urgences. Ça veut dire que l'adulte, 10 fois, il va commettre ce geste violent, reposer l'enfant parce que l'enfant est assommé et qu'il dit plus rien. Alors que bah, si ça arrive qu'on fasse un acte où on se dit qu'on a peut-être fait du mal à son bébé, on va tout de suite aller évidemment aux urgences. Et donc c'est comme dire, bah, elle avait une jupe un peu courte, quoi. Bah, avec qu'à pas chercher. Voilà, ça revient exactement au même, sauf que vu qu'on est dans ces idées reçues, ce conte qu'on se raconte de mères lessivées, épuisées, qui finissent par secouer leur bébé parce qu'elles n'en peuvent plus. Et là, on va confondre les phobies d'impulsion qu'on peut avoir avec ces pensées-là qui justement nous protègent de passer à l'acte. On en oublie qu'on ne touche pas la cible. La cible, c'est majoritairement les hommes aujourd'hui, qu'on doit toucher, qu'on doit sensibiliser. Et donc ça, c'est hyper important. Et on va venir traiter aussi, évidemment, donc ça, c'est la violence la plus meurtrière, mais autour de tout ça, hein, je ne sais pas si tu as lu Le Prix du Berceau, mais il y a tout ce qui était ressorti avec la polémique sur les crèches, toutes ces violences faites aux tout petits qui ne peuvent pas se défendre, qui sont une population bah, comme les personnes âgées, où ils peuvent plus vraiment se défendre, ils vont pas les raconter. Donc il y a beaucoup d'associations sur les violences faites aux enfants et c'est primordial, c'est important, mais c'est vraiment l'angle mort des politiques sociales, des politiques publiques, la petite enfance à tout niveau. Et donc cet assaut-là, elle a ce but-là. Donc là, c'est vraiment les violences. Mais en effet, Gilles Lazimi, le président de Stop Violence Éducative Ordinaire, il interviendra aussi au colloque d'Avis à Nice. Parce que moi, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Il y a évidemment un lien. Et il y a un sondage de l'IFOP qui est paru fin 2022, donc ça date un petit peu, mais qui disait qu'en fait, depuis la parution de la loi en 2019, il y avait toujours, donc ils avaient interrogé des parents et il y avait 87% des parents qui affirmaient avoir commis une violence éducative ordinaire la semaine d'avant le sondage. 87%. Et ce qui relatait, c'est que la loi ne suffit pas. La loi, c'est bien, mais à côté de la loi, il faut de la sensibilisation, de la sensibilisation, de la sensibilisation et de l'accompagnement. Et donc, si tu veux, il y a ce changement de paradigme, voir à travers les yeux de l'adulte. Il va falloir qu'on voit à travers les yeux de l'enfant. Et c'est ça, ce gros pas, ce gros step, ce gros travail qu'on va avoir à faire. Et moi y compris, enfin, je veux dire, c'est un travail où il faut pas se mettre en dehors et se dire, ben moi, j'ai pas besoin. On a tous besoin parce qu'on a toute cette éducation. Je commande, tu te tais, c'est moi qui décide. On l'a tous eu, cette éducation-là, plus ou moins violemment, hein, avec des parents plus ou moins violents, mais qui ont eux-mêmes été éduqués comme ça. Et donc, déconstruire ça, on parlait de déconstruire la masculinité, ben, il va falloir déconstruire nos codes éducatifs collectifs. Et ça me paraît primordial pour justement avoir plus d'empathie pour ces bébés, Mm. pour ces enfants, pour ces tout petits enfants. Il y a un livre qui est Voilà. très bien sur ce sujet, je trouve, c'est celui de Fanny Vella, j'imagine que tu connais, Changer d'angle. Et Ouais. je trouve que ça, alors on C'est parle ça, pas c'est exactement ça. Changer voilà. d'angle.
Mm. et qui permet de montrer des situations où, par exemple, c'est un couple qui passe dans la rue et il y a une femme derrière qui se prend des gifles. Il lui dit non, mais il y en a un qui dit mais attends, faut qu'on intervienne, qu'on fasse quelque chose. Il dit non, mais c'est bon, hein. Elle a dû pas être sage, quoi. Et en fait, on n'accepterait pas ça. Et c'est vrai que c'est une posture que j'ai eu beaucoup avec mes enfants. Alors, comme tu dis, hein, je dois aussi continuer à Mm, changer mm. d'angle et à évoluer. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser les questions de est-ce qu'on engueulerait mamie si elle renverse son verre comme elle a fait, en fait? Bah non, en fait, on dirait Bah rien non. après et tout ça. Donc, Mm, mm. c'est Et un... surtout que eux, en plus, ils n'ont pas les facultés cognitives et cérébrales qu'on a. Mm, Donc c'est comme si on, enfin c'est comme si on disait à une personne porteuse de handicap, bah lève-toi, marche, qui est en fauteuil roulant. Jamais on ferait ça. Et donc un tout petit qui a pas encore la bonne coordination ou qui est un peu plus maladroit, voilà. Et donc il y a aussi ça. Mais je pense qu'on s'est fait disputer quand on renversait des verres d'eau. Donc du coup on reproduit en fait, on est des modèles pour nos enfants. Et ce qui va le plus vite, c'est ce qu'on a reçu, c'est le cerveau reptilien, clac, celui qui, le cerveau aussi des émotions, qui va réagir très très vite. Et donc, comme tu dis, moi aussi, je travaille sur moi. Ça demande un travail de déconstruction, c'est clairement. pas inné. Et puis, on fait des faux pas et puis tout ça. Mais moi, j'espère que la société peut tendre vers. Ça veut pas dire laxisme, ça veut pas dire tout laisser faire, parce que les règles sont primordiales au bien-être des enfants. Ça peut les rendre hyper anxieux de pas avoir de règles. Ils ont besoin de sentir un adulte quand même qui est solide derrière et qui peut fixer des règles quand il y a des mises en danger ou quand vraiment il y a des règles de la maison bah, qu'il faut respecter, parce que sinon c'est la jungle. Enfin voilà. Pour autant, la bienveillance, c'est important et moi, je pense hyper important aussi de savoir s'excuser, de savoir reconnaître ses torts, ça va devenir des adultes, ça restera pas des enfants toute leur vie. Et Dieu sait qu'ils vont se rappeler de tout ça. Donc ça contribue à leur construction. Et moi, quand je me regarde, j'essaie toujours de me dire ça. Et en tant que soignante et en tant que maman, j'essaie toujours de me dire, OK, est-ce que je peux m'améliorer? Quelle faute j'ai, quelle erreur? Et quand on est dans un truc où on se dit, bah ouais, je me suis trompée, je suis désolée, déjà, ça permet de lâcher prise avec soi-même. De dire, OK, c'est bon, je suis pas morte, tout va bien, je me suis excusée. Et justement, c'est une grande, grande force. Et Mm. ça aussi, c'est un pas à faire, sociétalement parlant, je pense très important. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. On a du chemin à faire. Et je pense qu'il y a juste pour compléter un petit point, il y a cette partie de on reproduit ce qu'on a vécu. Il y a aussi qu'on manque, je pense, cruellement pour avoir été à la maison des parents à Rennes et pour rencontrer des parents souvent, de soutien, parce que la société n'est pas faite pour soutenir les parents. Parce que, comme on disait en introduction, les grands-parents sont de moins en moins présents, parce que on vit loin de nos familles parce que le travail, les femmes travaillent plus. Bref, plein de choses qui font que les parents sont souvent seuls et qu'en fait, on n'est pas fait pour élever son enfant seul. Mhm. Je parle des familles monoparentales ou du couple, hein, parce que même à deux, Mhm, c'est pas simple. mhm, Alors imaginez tout seul. ouais. Mais du coup, en fait, je pense que ça vient en plus être exacerbé par la fatigue parce qu'un parent fatigué va forcément plus dégoupiller rapidement Mais oui, et commettre des actes bien soit sûr. qui sont pas tout à fait OK, soit qui sont carrément Ah, ils... ok. Non, Mm. pas ok, ouais. Donc du coup, il y a du chemin à faire pour soutenir ses parents et du coup, j'imagine que ça impactera directement tous ces chiffres un peu aberrants de violences faites aux enfants. Ouais, 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 non, mais t'as complètement raison. Il s'agit pas de culpabiliser. Les parents aujourd'hui, on les dote de mandats impossibles. On leur dit, il faut faire comme ça et on ne met pas les ressources en face. Et c'est aussi pour ça que j'ai fondé les cercles de parents. C'est d'abord mon expérience de mère, au-delà de mon expérience d'infirmière puéricultrice, qui a fait que je me suis rendu compte, en le vivant de l'intérieur, moi aussi j'étais loin de ma famille, qui avait pas assez de ressources et trop d'injonctions. Et comme tu dis, voilà, il y a tellement d'injonctions et peu de ressources qu'au bout d'un moment c'est complexe et qu'en plus on n'a pas l'expérience parce que c'est l'expérience qui fait qu'on sait faire. Il y a pas nos voisines n'ont pas fait comme ça, nos mères n'ont pas fait comme ça, nos grands-mères n'ont pas fait comme ça, nos grands-pères n'ont pas fait comme ça. Donc du coup, on n'a pas de modèle, on n'a pas de modèle, mais même ancré, tu vois. Donc aller reproduire un truc que tu as juste lu dans des livres ou vu dans des vidéos, c'est très très compliqué. J'avais cet exemple pour l'allaitement. Enfin, moi, j'ai jamais vu une femme allaiter avant d'allaiter mes enfants. Mm. Ouais. Et pourtant, voilà. Mais c'est vrai on a plus de modèle. Et il y a plus Mm. cette transmission entre générations. On avait la tata, la tati, la grand-mère qui venait nous Mm. montrer comment on faisait le bouillon, mais aussi nous montrer comment allaiter. Ouais, ouais. Voilà, il y a encore beaucoup de sujets. En tout cas, merci beaucoup, Elodie. On va essayer de Merci rester. à toi. Merci pour ton temps, merci beaucoup. Et puis, j'espère à très bientôt. J'espère aussi, à bientôt.